Viens en Kaboul. C'est marrant de bosser, tout va bien? Vous êtes inaudible. Je vous reçois pas. Allez, oh, les gars, Allez, lâchez tout. on se casse. Allez, Allez, on se casse. lâchez tous. Tu tiendras jamais. Allez, on se casse. Comment là, il est payé de 120. C'est impossible de traverser, je peux pas engager la colonne là-dedans, c'est pas possible. Trop dangereux. L'incendie de forêt est un risque naturel. Chaque été, notre région est touchée. Notre département est déjà concerné avec le changement climatique et sera de moins en moins épargné. Il nous faut apprendre à vivre avec le feu. La prévention et la lutte contre les incendies de forêt s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police du maire et du préfet de département. C'est inscrit dans le Code général des collectivités territoriales et dans le Code forestier. Ces autorités disposent donc de pouvoirs spécifiques, particulièrement dans les communes situées en zone de haut risque, pour imposer les mesures nécessaires aux particuliers et aux personnes morales. Mais au premier chef, le propriétaire d'un bâtiment situé en milieu forestier ou proche de la forêt est concerné par la responsabilité d'un débroussaillement. Et d'ailleurs, dans le cas où des dommages surviendraient à la suite d'un incendie de forêt, le propriétaire pourrait ne pas voir son préjudice entièrement pris en charge s'il est établi que le débroussaillement n'a pas été effectué. Au-delà de ces questions réglementaires et de responsabilité, c'est l'intérêt concret d'un débroussaillement correctement effectué autour des installations humaines qu'il faut souligner. Et celui-ci n'est plus à démontrer, car les retours d'expérience menés sur tous les incendies qui ont atteint des zones habitées ont mis en évidence le bien fondé et l'efficacité des débroussaillements. D'abord, parce que l'installation humaine est génératrice d'un risque d'éclosion. Suite à des travaux, au dysfonctionnement d'une machine ou encore au moment du barbecue familial, le feu peut éclore à l'extérieur d'une habitation. Aujourd'hui, 90% des départs de feu sont d'origine humaine et la moitié est due à des comportements dangereux ou imprudents. Si l'espace autour de la maison est embroussaillé, le feu n'aura aucun mal à se propager, prendre de l'importance et se transformer en un incendie destructeur. Mais l'installation humaine, c'est aussi une cible face à l'incendie de forêt dont la vitesse de propagation peut atteindre jusqu'à 1000 ou 1200 mètres/heure dans notre département et 5 fois plus en zone méditerranéenne. Lorsqu'une maison est au centre d'un terrain bien débroussaillé, elle se trouve relativement à l'abri des flammes. Et pour nous, sapeurs-pompiers, il est alors facile et peu risqué de la protéger avec peu de moyens. Dans le cas inverse, lorsque des buissons ou des branches d'arbres frôlent la façade ou la toiture par exemple, la transmission du feu à l'habitation devient inévitable. Nous devons donc mobiliser plusieurs camions de lutte pour la protéger et ces engins ne sont alors plus disponibles pour attaquer le front de feu. Bien sûr, le département du Tarn ne souffre pas de comparaison avec ceux de la couronne méditerranéenne. Dans ces régions, les incendies sont plus fréquents, sont plus virulents, sont plus rapides et le nombre de maisons touchées par le feu est beaucoup plus important. Mais les effets conjugués de la déprise agricole, de l'urbanisation croissante et des changements climatiques modifient la donne un peu plus chaque année partout en France. Ces évolutions augmentent chez nous la sévérité des incendies, la durée des périodes à risque et la probabilité de développement des grands feux. Dans son histoire récente, le territoire tarnais a subi plusieurs incendies majeurs qui ont parcouru de dizaines, voire des centaines d'hectares, avec parfois des dégâts sur les habitations. Depuis quelques années, nous devons faire face quasiment chaque été à des incendies très virulents. La vitesse de propagation des feux est souvent plus forte qu'il y a 30 ans et malgré la modernisation de nos moyens d'intervention, les conditions de lutte sont souvent plus dures pour les personnels par l'effet des fortes chaleurs estivales et par les risques pris au contact du feu. Plusieurs secteurs du département sont concernés ou le deviendront. C'est pourquoi il est important que le débroussaillement aux abords des habitations et des voies d'accès soit réalisé et entretenu. En protégeant les maisons et les vies humaines, il facilite le travail des sapeurs-pompiers et préserve leur sécurité. Pour nous, la nécessité d'une bonne application de cette réglementation
revêt un caractère prioritaire. Autour du préfet de département, tous les partenaires concernés ont travaillé à l'élaboration d'un plan départemental de protection de la forêt contre l'incendie. Entre autres, ce plan prévoit de communiquer sur les obligations légales de débroussaillement, notamment au travers d'un kit de communication qui est mis à disposition des maires. Celui-ci doit permettre à tous de prendre conscience des enjeux, de comprendre la réglementation et l'appliquer, en conservant à l'esprit qu'il faut absolument anticiper les changements à venir. Merci de votre implication. Comment peut-on réellement se protéger des risques incendies ? Le Code forestier édicte l'obligation de débroussailler. Dans le Tarn, un arrêté relatif au débroussaillement définit des périmètres à débroussailler. Prenons l'exemple de Plan de la Tour, commune du Var. Au printemps 2003, un état des lieux complet a été dressé à l'occasion d'un contrôle. On pourra retenir que seuls 15% des propriétés étaient réellement conformes à la réglementation en vigueur. En juillet 2003, un terrible incendie a balayé la moitié de la commune. Cela a permis de tirer des enseignements significatifs. Le fait est que le débroussaillement correctement pratiqué sur 50 mètres autour des habitations s'est montré d'une efficacité incontestable. C'est la base d'une bonne protection. En effet, 60% des maisons qui ne possédaient que 20 mètres de débroussaillement ont été endommagées, voire totalement détruites par l'incendie. Alors que 90% des maisons débroussaillées sur 50 mètres n'ont pas été touchées. Restent ces 10% de maisons qui, malgré un débroussaillement sur un rayon de 50 mètres, ont quand même été touchées. Un bon débroussaillement doit limiter le passage du feu d'un végétal à l'autre. Pour cela, il doit créer une discontinuité de la végétation, à la fois horizontalement pour que le feu ne puisse pas avancer et verticalement pour que le feu ne puisse pas se propager des herbes aux arbustes, puis aux arbres. Cela nécessite l'élagage des arbres. Il faut également mettre à distance les arbres et les arbustes. Et supprimer les arbustes situés sous les arbres. Débroussailler ne signifie donc pas enlever uniquement la broussaille, mais couper certains arbres et arbustes si leur proximité peut permettre le passage du feu. Les maisons débroussaillées sur 50 mètres qui ont été touchées par le feu ne respectaient pas, pour la plupart, ce principe. De plus, d'autres facteurs locaux entrent en ligne de compte, comme la topographie des lieux qui peut augmenter la puissance du feu. En effet, le relief peut modifier à la fois la direction du vent, sa vitesse et son type d'écoulement. Sur cette photographie, le sens principal du vent est modifié à l'amorce d'un vallon très encaissé. Dans le vallon, le vent prend de la force. L'ensemble provoque en haut du vallon ce que l'on appelle l'effet cheminée. La maison située au débouché du vallon est donc particulièrement exposée. Malgré un rayon de débroussaillement initial de 45 mètres, elle fut touchée intérieurement. Il arrive donc dans certaines configurations désavantageuses qu'un débroussaillement sur 50 mètres soit insuffisant. Le maire peut alors imposer un rayon de débroussaillement de 100 mètres. Le débroussaillement facilite et sécurise également l'intervention des sapeurs-pompiers qui viennent pour vous protéger. De plus, en cas de départ de feu depuis une zone habitée, le débroussaillement réduit la vitesse et la puissance du feu naissant, permettant aux occupants de l'éteindre avant qu'il ne gagne la forêt. Si le débroussaillement reste l'action préalable indispensable pour l'autoprotection, il ne faut pas négliger d'autres mesures qui peuvent compléter la protection qu'il apporte. Nous citerons par exemple la présence et les moyens d'utiliser des points d'eau ou bien le choix judicieux des matériaux de construction. Le mieux est encore de laisser parler l'expérience. Dans un premier temps, mon fils prenait des photos en haut. Il est descendu à toute vitesse et il nous a dit « Prenez les voitures et fichez le camp ». J'ai cru sur le coup qu'il plaisantait. Et j'avais mes enfants, mes petits-enfants, j'ai mis le tout dans la voiture et je suis partie. C'est le premier feu que j'ai vu et je vous assure que ça m'a fait un drôle d'effet. C'est au moment de l'incendie que vraiment je me suis rendu compte de l'importance du débroussaillement. On n'en croyait pas nos yeux. Hein. Tout était vert, tout était... Mon mari avait ratissé intégralement tout le terrain. 2 hectares, vous vous rendez compte? Et là, moi, je me moquais de lui, mais comment tu fais une petite feuille comme ça, tu la laisses pas? Et mes enfants se moquaient de lui. Et bien là, je l'ai béni ce jour-là.
Dans ce que dit cette dame, il y a du bon et du moins bon. La propriété était parfaitement conforme à la réglementation, respectant la zone des 50 mètres et les règles techniques de débroussaillement. Le feu n'a eu aucun impact tant sur la végétation que sur la maison. Concernant le moins bon, cette femme a fui la zone de feu. La prudence, surtout si le terrain a été correctement débroussaillé, veut que l'on se confine chez soi. Le plus sûr refuge face au feu est un bâtiment en dur. L'évacuation entraîne souvent l'encombrement des voies de circulation. Cela expose les habitants et les secours dans leurs véhicules au feu, dont la direction peut changer très vite au gré du vent. Une voiture n'est pas un refuge sûr. On était à l'extérieur et à un moment j'ai senti de la fumée. Donc tout de suite j'ai tourné la tête vers l'endroit d'où venait le vent. Et puis là on a vu derrière donc une colline environ 2 km plus loin sur la commune de Vidauban, un nuage énorme qu'on est rentré à toute vitesse. Et on a commencé à nettoyer autour de la maison, c'est-à-dire rentrer les meubles en bois, rentrer le linge, enlever les rideaux, décrocher les rideaux qui sont autour des baies vitrées, puisque au cas où les baies explosent. Le feu est arrivé en l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure maximal, et on n'a pas, c'est ahurissant, on n'a pas le temps de faire énormément de choses si on ne l'a pas prévu auparavant. Le débroussaillage a fait que je me suis senti quand même relativement confiant dans le fait de rester dans la maison. Ce témoignage donne de bons conseils sur la réaction à avoir avant l'arrivée d'un feu. Ranger à l'intérieur tout objet facilement inflammable et se confiner. Malgré la bonne volonté de notre témoin et les 50 mètres de débroussaillement légal respectés, la végétation a été touchée, ainsi que l'extérieur de la maison. Cela s'explique par une mauvaise qualité du débroussaillement qui a permis au feu de passer d'arbre en arbre jusqu'à la villa au lieu de le limiter à un feu au sol. On m'avait fait tellement peur que le soir même j'ai commencé à tronçonner. J'ai tronçonné tout le lendemain avec des amis et mes enfants. On en a coupé 30 ou 40 mètres. C'était là en 90 et tout a brûlé de la même façon. Et on n'a pas su tirer les enseignements. C'est qu'on aurait dû débroussailler et tenir propre. On s'était juré de tenir propre le terrain à la forêt. On l'a tenu propre 2 ans et puis on s'est laissé à nouveau envahir par la végétation. Bon, par le débroussaillement pour sauver une maison, on y a pensé 2 ans. Pendant 2 ans, après le feu, on y a pensé. Puis après, on a oublié, on s'est dit on est tranquille pour 10 ans. Une seule leçon, être toujours prêt car le feu ne prévient pas. Le débroussaillement, c'est la base. Il faut commencer par là. D'autant plus que débroussailler, contrairement aux idées reçues, c'est aussi assurer la survie de nos arbres. Moins serrés, ils pourront s'épanouir pleinement. Et en cas d'incendie, le débroussaillement empêchera les flammes de se propager dans leur feuillage. Les arbres resteront verts. Débroussailler constitue donc en plus une valorisation de votre patrimoine. Le Code forestier édicte l'obligation de débroussailler. Cette réglementation s'applique aux terrains situés dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements ou boisements linéaires. Dans le Tarn, un arrêté relatif au débroussaillement définit des périmètres à débroussailler. L'obligation de débroussaillement s'applique aux communes du département les plus sensibles à l'aléa feu de forêt, telles que définies dans le PDPFCI, Plan départemental de protection des forêts contre l'incendie. Elles sont indiquées en annexe de l'arrêté préfectoral. Au sein de ces communes, les OLD s'appliquent uniquement aux espaces combustibles, bois, forêts, landes, etc., présentant un aléa feu de forêt fort et très fort, ainsi que dans un périmètre de 200 mètres autour de cette zone. Les zones d'application du débroussaillement, ici signalées en rouge, peuvent être consultées dans l'Atlas départemental du risque incendie de forêt dans le Tarn, disponible en ligne sur le site de la préfecture. Vous pourrez ainsi identifier les parcelles concernées sur votre commune. Les terrains situés en zone urbaine du plan local d'urbanisme de la commune ou dans les lotissements, les zones d'aménagement concerté, les associations foncières urbaines, mais aussi les campings, parcs et aires de loisirs, et les terrains pour caravanes doivent être débroussaillés en totalité, qu'ils soient bâtis ou non. D'autre part, en plus des zones urbaines des plans locaux d'urbanisme, les abords des constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillés sur un rayon de 50 mètres, voire 100 mètres sur certaines communes.
Les voies d'accès privées doivent être dégagées de toute végétation sur une hauteur d'au moins 3,50 m à l'aplomb de la voie et une distance de 2 mètres de part et d'autre de la bande de roulement pour permettre le passage des véhicules de secours. Dans certains cas, la zone des 50 mètres empiète sur une parcelle n'appartenant pas au propriétaire de la maison. En effet, si les 50 mètres de la maison jaune ne recoupent pas ceux de la maison rouge, il appartient au propriétaire de la construction rouge de réaliser le débroussaillement, même pour la partie située sur la parcelle du voisin. Pour cela, le propriétaire de la maison rouge doit informer son voisin qu'il doit respecter des obligations de débroussaillement de 50 mètres. Les travaux pourront être réalisés par le propriétaire de la maison rouge ou par le propriétaire de la maison jaune. Si le propriétaire de la maison jaune ne souhaite pas exécuter les travaux lui-même, le propriétaire de la maison rouge doit lui demander l'autorisation de pénétrer sur le terrain concerné pour y exécuter le débroussaillement. Il est vivement recommandé, pour avoir une preuve de votre bonne foi, d'adresser cette demande par courrier avec accusé de réception. En cas de refus de votre voisin, de retour du courrier ou d'absence de réponse, il y a inversement de responsabilité. C'est votre voisin qui devient responsable du débroussaillement sur son terrain. Vous devez informer le maire afin qu'il pourvoie d'office aux travaux qui seront alors aux frais du voisin. En cas de débroussaillement sur le terrain d'autrui, le bois coupé appartient au propriétaire du terrain et non à celui qui a financé les travaux. 2 propriétaires peuvent avoir une zone commune à traiter. En zone de superposition, il est souhaitable d'essayer de réaliser les travaux de débroussaillement en commun avec les voisins. En cas de désaccord, la responsabilité du débroussaillement pèse sur le propriétaire le plus proche de la parcelle située en zone de superposition. Les parcelles construites situées dans une zone urbaine jouxtant une zone non urbaine combinent les obligations liées à ces 2 types de zones. Il faut alors débroussailler la totalité de la parcelle en zone urbaine, ainsi qu'un rayon de 50 mètres autour de la construction dans la partie non urbaine. Parlons maintenant de sanctions. Bien entendu, la sanction la plus lourde est celle du feu, avec ses victimes et ses dégâts matériels. De plus, en cas de dommages dus à un incendie de forêt, votre assurance pourra appliquer une franchise supplémentaire de 5 000 € si vous n'aviez pas débroussaillé. L'assurance du propriétaire d'une maison voisine ayant brûlé peut également se retourner contre votre assurance au niveau de votre responsabilité civile. Pour éviter que certains propriétaires peu responsables fassent courir des risques à leurs familles et voisins, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers en ne débroussaillant pas, la loi prévoit plusieurs sanctions. Les contrevenants encourent notamment une amende de 135 €. Cette amende pourra aller jusqu'à 1 500 € pour les terrains compris dans les lotissements, les zones d'aménagement concerté, les associations foncières urbaines et les terrains de camping. Le tribunal de police peut en outre décider d'une astreinte journalière de 30 à 75 € par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussailler jusqu'à réalisation des travaux. Les contrevenants encourent également une mise en demeure d'exécuter les travaux dans un délai fixé par le tribunal de police. Passé ce délai, si les intéressés n'ont pas exécuté les travaux, la commune les fait réaliser d'office, puis leur refacture. En parallèle, des poursuites pénales peuvent être exercées par le tribunal correctionnel. Elles aboutissent à une amende pouvant atteindre 30 € par mètre carré non débroussaillé. Par exemple, pour une parcelle de 1500 m² située en zone urbaine, l'amende peut atteindre 45 000 €. De plus, ces infractions seront inscrites au casier judiciaire du propriétaire concerné. Le débroussaillement recouvre les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Nous l'avons vu précédemment. Un débroussaillement mal réalisé peut remettre en question son efficacité, même si le rayon de débroussaillement est respecté. Il faut donc attacher une attention particulière aux règles techniques qui permettront de créer une discontinuité verticale et horizontale du combustible. Concernant la création d'une discontinuité verticale, l'élagage des arbres est primordial. Ils doivent être élagués à au moins 2 mètres de hauteur. Cela empêchera le feu de passer des arbustes aux arbres. Concernant la création d'une discontinuité horizontale, la coupe ou éclaircie est une opération de première importance. Elle empêche le feu de passer d'un végétal à l'autre et permet en outre au feuillage de se développer. Les arbres améliorent ainsi leur état sanitaire. Pour cela, il faut couper les arbres et arbustes en densité excessive de façon à conserver des bouquets d'arbres de 15 mètres de large maximum, distants du feuillage de l'arbre voisin d'au minimum 5 mètres. L'opération de débroussaillement ne vise pas à faire disparaître l'état boisé, mais doit au contraire permettre un développement harmonieux des boisements concernés.
Il faut laisser subsister suffisamment de semis et de jeunes arbres de manière à constituer ultérieurement un peuplement complet. Il faut également couper les herbes hautes, les buissons, les broussailles, ainsi que les arbres et arbustes morts, dépérissants ou sans avenir. Attention également à la présence d'arbres à proximité immédiate d'ouverture des maisons comme les cheminées ou les fenêtres. Ils représentent un réel danger, surtout lorsqu'ils possèdent une masse foliaire importante, comme le cyprès. Aussi, il faut couper tous les végétaux dans le périmètre d'une construction, de telle sorte que celle-ci soit à une distance d'au minimum 2 mètres des végétaux conservés, feuillage compris. Aucun arbre ne doit toucher ou surplomber l'habitation. Le ratissage dans les 7 premiers mètres autour de l'habitation s'avère particulièrement efficace et complète le travail préalable d'éclaircie et d'élagage ainsi que la coupe des herbes sèches. Dans le cas présent, la propagation du feu s'est arrêtée exactement à la limite des travaux réalisés. Concernant le débroussaillement des voies d'accès privées donnant accès aux habitations, il est nécessaire de couper tous les végétaux situés à l'aplomb de la chaussée sur une hauteur de 3,50 m et sur une largeur de 2 mètres de part et d'autre de la bande de roulement. Cela donnera la possibilité aux véhicules de secours de se rendre chez vous. Les végétaux coupés ne doivent pas être laissés sur place, sans quoi ils sécheront et constitueront une importante masse très combustible qui augmentera le risque. Il est préconisé pour les éliminer de les amener en déchetterie ou de les broyer, voire de les brûler en dernier recours, dans le strict respect de la réglementation d'emploi du feu. La période idéale pour réaliser les gros travaux s'étend de mi-octobre à fin février. Les travaux de finition ou d'entretien annuels, tels que le fauchage et le broyage, sont à faire au printemps, entre début mars et mi-mai, après les pluies qui augmentent la pousse de la végétation. Tous les travaux devront absolument être réalisés avant le début de la saison à risque, soit pour la mi-mai, afin de vous apporter la protection nécessaire en cas d'incendie. De plus, la réalisation de travaux de débroussaillement en été présente un fort risque de mise à feu et est donc à proscrire formellement. L'emploi du feu pour le brûlage des végétaux est interdit toute l'année et en tout lieu dans le Tarn. Cependant, une dérogation est possible pour les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement pour les particuliers qui ne bénéficient d'aucune solution adaptée pour l'élimination des rémanents de coupe. Le brûlage peut être autorisé sous condition entre le 16 octobre et le 14 mai, sauf interdiction expresse. L'incendie de forêt étant un risque qui revient chaque été, il faut donc l'intégrer dans votre mode de vie. Vivre avec le feu, c'est, à l'amorce de la saison à risque, posséder un débroussaillement parfaitement entretenu. Il ne faut pas avoir de végétaux coupés sur le terrain, ni de tas de bois non protégés contre la maison. Les amas d'aiguilles de pin sur la toiture ou dans les gouttières sont également proscrits. Si l'on possède une piscine, il faut pouvoir y puiser de l'eau. Les piscines représentent souvent l'équivalent de plusieurs camions de sapeurs-pompiers. Si vous avez une caravane sur votre terrain, sachez que la chaleur seule peut l'embraser, même si le feu ne vient pas jusqu'à elle. À l'approche d'un incendie, n'oubliez pas que si votre propriété est débroussaillée réglementairement, vous pouvez vous confiner à l'intérieur de votre habitation, si elle est faite en dur. Cependant, si votre propriété n'est pas conforme aux règles exposées dans les chapitres précédents, vous devez évacuer votre habitation bien à l'avance, sans gêner les opérations de lutte et en emportant le strict minimum. Dans tous les cas, suivez les instructions données par les personnes habilitées, à savoir la gendarmerie, la police ou les pompiers. Si vous restez dans votre maison, certains gestes seront à observer avant que le feu arrive chez vous. Il faudra rentrer tous les objets susceptibles de s'enflammer, calfeutrer les portes et les fenêtres de linges humides, ouvrir le portail pour faciliter l'accès au secours, fermer les bouteilles de gaz et les mettre dans l'eau de votre piscine ou à l'abri, garer les voitures et les caravanes, vitres fermées, à l'abri de la maison, côté opposé à la direction d'arrivée du feu. Rentrer dans un bâtiment en dur et ne jamais s'approcher du feu. Essayer de le combattre est extrêmement dangereux. Sachez à titre indicatif qu'à moins de 40 mètres de flamme faisant 8 mètres de hauteur, ce qui est courant pour un feu de forêt, vous risquez de graves brûlures, voire de perdre la vie. Vous devrez aussi fermer portes, volets et fenêtres et les calfeutrer. Arrêter les systèmes de ventilation électrique et boucher les appels d'air tels que ventilation et trappe de cheminée. Prévoir des lampes de poche ou des bougies. Constituer une réserve d'eau dans la maison.
Ne jamais décider de partir au dernier moment. Vous pourriez vous retrouver au cœur de l'incendie sans aucune protection. Je me suis déplacé vers les fenêtres. Là, j'ai été regarder ce qui se passait dehors. Donc j'ai vu un front, disons, de fumée à l'horizontale opaque qui passait avec une très forte chaleur à travers les vitres que j'ai ressentie. Et en l'espace de, on va dire, j'estime ça 7-8 minutes maximum, mais relativement vite, j'ai vu que ça s'éclaircissait. Et à partir du moment où ça s'éclaircissait, que j'ai vu que des petites flammes commençaient autour de la maison à entamer la petite végétation, les petits arbustes qui étaient autour, je suis ressorti. Je n'ai pas pu respirer, donc je suis rentré chercher une serviette que j'ai mouillée et ressorti à nouveau. Et là, j'ai arrosé avec un simple tuyau d'arrosage. Pendant le passage du feu sur votre propriété, il vous faudra rester calme et surveiller les vitres non protégées par des volets qui peuvent se briser sous l'effet de la chaleur. Dans ce cas, il vous faudra éteindre rapidement les particules enflammées entrant dans la maison avec votre réserve d'eau et vous signaler au secours par téléphone. Après le passage du feu, vous pourrez vous préparer à aller dehors en vous équipant de vêtements en coton, de gants et de chaussures en cuir. Une fois la fumée extérieure dissipée, vous pourrez sortir et contrôler l'état des portes, des volets, de la toiture et de la charpente. Vous pourrez sortir de votre habitation pour éteindre les parties incandescentes restantes. La survenue d'un feu génère peur et angoisse, quand il ne provoque pas des crises de panique. Garder votre calme et agir en toute sécurité sera plus facile si vous avez bien anticipé la situation. N'hésitez pas à simuler avec votre famille l'arrivée d'un feu en répétant les gestes à effectuer. Bien préparé et avec une bonne autoprotection, vous pourrez aborder la saison à risque sereinement. Plus que jamais, il convient de respecter la réglementation et les mesures de prudence. En effet, dans notre région, la forêt s'étend d'année en année et l'urbanisation progresse dans les espaces naturels. Ces facteurs, associés au réchauffement climatique, accentuent le risque d'incendie. Le feu menace à l'heure actuelle de vastes étendues boisées et des zones habitées en contact direct avec la forêt. Grâce à la vigilance et aux efforts de tous, et en particulier de vous les résidents à proximité de la forêt, les effets dévastateurs du feu ne seront plus une fatalité. En vous autoprotégeant, vous participerez à l'effort de protection de la forêt et renforcerez les dispositifs de défense contre l'incendie conduits par les pouvoirs publics. Votre action est primordiale pour optimiser celle des secours qui, moins pris par la protection des populations, pourront mieux défendre la forêt. Vous autoprotéger du feu, c'est aussi protéger la forêt, notre patrimoine.